Et bienvenue dans cette 5e journée de festival. Bonjour aux membres du jury, des jurys d'ailleurs, tout va bien les jurys. Ça va, vous n'avez pas les yeux qui commencent à... Non. Vous arrivez à différencier les films, vous mélangez pas trop tout. En tout cas, bravo pour votre participation à ce festival. Ça va faire en tout 12 films en compétition, je crois. Je pense que c'est 15. No way. J'avais pas osé compter jusqu'au bout, je crois. Je m'étais arrêtée, je me dis, ouais, 12 c'est beaucoup, en fait, donc 15. Non, on est très très content de cette variété d'équipes, de films, de propositions qu'on a réussi à rassembler cette année. Donc le jury, pour les personnes qui participent à leur première séance du festival, on a un jury avec notre association de spectateurs qui est Rancard Méliès, partenaire du festival. Des jeunes filles cette année, donc le jury du Pass Culture et le jury Rancard Méliès vont remettre chacun un prix. Mais pour voter pour le prix du public, c'est très très important. Je n'ai pas le droit de révéler quoi que ce soit, mais je peux juste vous dire que c'est très 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 serré, mais comme ça n'a jamais été serré depuis l'histoire, les débuts du cinéma, je crois. Vraiment, voilà. Et ce film, Kika, moi je suis très très heureuse de pouvoir vous le présenter cet après-midi. On recevra bien sûr la réalisatrice et son actrice principale, Manon Clavel, à l'issue de la séance. Si vous souhaitez leur poser toutes vos questions. Moi, c'est un film qui m'a vraiment remué, secoué, fait rire aussi. Que j'ai découvert au Festival de Cannes cette année où il était à la Semaine de la Critique. Et Alex Poukine, c'est son premier film de fiction de long métrage. Et vous l'avez peut-être vu déjà ici en juin dernier, puisqu'il est venu présenter un documentaire qui s'appelle Sophie Peu. Il y a des gens qui étaient à cette séance peut-être. Deux personnes, voilà. Je pense que même si les liens ne sont pas forcément immédiats entre les films, ils sont assez évidents au bout d'un moment, donc peut-être qu'on pourra aussi parler de lien entre son travail de documentariste et cette première fiction long métrage qu'elle nous propose. Je n'en dis pas plus, je vous souhaite une très très bonne séance et on se retrouve après pour en parler si vous le souhaitez. Merci. Et Manon Clavel. Bravo. Le temps que les micros se mettent en place. Ah non, c'est nous qui sommes en place. 1, 2, 3, 4. Je crois que vous pouvez les applaudir à nouveau. Parce que... Vraiment. Bravo. On a les micros, on a la lumière. La réalisatrice et l'actrice. Merci à toutes les deux de nous avoir rejoints cet après-midi. Comme je dis, c'était vraiment un des films qui me tenait vraiment à cœur d'inscrire dans la programmation du festival, donc je suis très très heureuse. Je vais bien sûr poser quelques premières questions, et puis dès que vous avez envie de prendre le relais, n'hésitez pas. Alex et Manon sont là pour échanger avec vous. Peut-être, Alex, une première question. Une des choses qui fait vraiment la singularité du film, enfin il y en a beaucoup, mais une de celles qui m'a en tout premier frappé, c'est cette rupture de ton et de rythme que tu crées dans la première partie, dans 20-25 premières minutes. On part dans une comédie romantique peut-être, de rencontre avec aussi des jeux sur ces codes-là, mais où on change aussi au moyen d'ellipses, on change de ton, on change de rythme, on change de sens, et sans pour autant quitter la comédie, puisque on tombe dans le drame, mais pas que. Et je voulais savoir si à l'écriture du film, et quand tu l'as pensé, c'était une des envies que tu avais de vraiment remuer le spectateur, enfin ce qui m'est arrivé dans tous les sens du terme en fait, y compris en allant chercher des choses profondes, mais de le remuer dans cette première partie, très très émouvante. Déjà, merci beaucoup de nous inviter. Je suis hyper contente d'être là. J'ai l'impression que j'étais là il n'y a pas très longtemps. En juin. Voilà.
Et oui, en effet, c'était déjà dans le scénario. C'est ce qui a aussi fait que c'était un peu difficile de financer le film. Les gens avaient du mal avec le ton, parce que c'était un film que je voulais en fait plusieurs genres pour le film. Je trouve ça un peu bizarre, ce truc de catégoriser les films. Donc il y a les comédies dramatiques, les drames. Alors que j'ai l'impression que globalement la vie est un peu tout ça en même temps et que j'avais envie que ce film soit un peu vivant. Donc, et aussi parce que, enfin voilà, je voulais que ça commence un peu comme un film social et puis que ça devienne une rom-com un peu et puis ensuite que ça aille vers autre chose qui soit ni du drame ni de la comédie. Aussi parce que ça parle de gens qui ne sont pas des gens issus de la bourgeoisie et que je trouve que souvent ces gens-là, on ne leur laisse que des problèmes sociaux. Or, je voulais aussi que ce soit une grande histoire d'amour parce que j'estime que ces gens ont d'autres choses à raconter que des problèmes d'argent. Voilà. Dans l'aspect de comédie du film, peut-être une question pour Manon. Ton personnage Kika a un humour qui est une façon d'être au monde presque plutôt que de faire des blagues ou autre. Elle a une façon dans la posture, dans les regards, quelque chose qui est peut-être un petit peu en retrait, qui fait qu'il y a des moments d'humour instantané dans des situations dramatiques. Comment est-ce que ça se travaille? Parce que c'est comme ça que tu l'as abordé. Ce personnage qui traverse quand même des choses très compliquées tout en gardant un recul sur les choses qui fait qu'on rit à des moments qui sont pas évidemment comiques au départ. En fait, je pense aussi que Kika a un rapport hyper... je pense que c'est une manière de se défendre aussi. Enfin, comme ces gens, on en connaît plein en fait qui utilisent l'humour, mais c'est pas un humour... Enfin, elle va pas forcément passer son temps à rire, mais c'est comme pas un filtre entre le monde et elle, mais comme un système de défense, quoi. Donc elle va faire des blagues dans le scénario, il y avait encore plus de blagues que... Apparemment, même pendant le tournage, on en avait plein, je crois que beaucoup de blagues ont été coupées. Ouais, énormément coupées. Parce que du coup, Kika, le personnage me ressemble beaucoup. Moi, je fais beaucoup de blagues. J'en ai aussi beaucoup fait. Tous mes films, la monteuse de mes films me dit que c'est une défense que j'ai. Je pense que comme le drame, j'ai pas envie de le vivre, j'ai pas envie de le montrer, même si je le fais. Du coup, je mets dans le scénario énormément de blagues. Il y a des moments où on n'a pas envie on a envie d'être avec elle et de la prendre au sérieux. Or, comme tu faisais, je t'ai demandé de faire que des blagues, et à un moment donné, on est là, on ne sait plus ce qu'on est en train de regarder. Et que tu disais que pendant le montage, vous disiez, ça fait qu'on dirait que peut-être le personnage même s'en fout en fait de ce qu'elle vit. Donc des blagues, en fait, on en a vraiment beaucoup enlevé, quoi. Ouais, énormément. Mais oui, je pense que c'est déjà... L'humour, il vient de deux endroits, de ça, du fait que Kika a cette manière de mettre un peu à distance en utilisant l'humour comme arme, mais aussi, l'humour vient aussi du fait des situations, quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout de ce milieu-là, qui ne connaît pas les codes. C'est en plus un univers dominage, je veux dire, extrêmement codifié, donc quelqu'un qui arrive comme ça, jeté en plein milieu, forcément, ça devient complètement loufoque, quoi. Alors, on ne revient pas, en fait, de ce qu'elle est en train de vivre. Et en plus, Alex voulait pas que... j'ai fait un stage chez les assistants, dans un centre social pour bien... parce que c'est une assistante sociale et voilà. Mais Alex voulait pas que je me renseigne sur les dominages, justement. Donc on avait ça, la vraie réaction. Elle voulait que moi, avec Kika, on découvre tout ça. Je ne suis pas encore habituée physiquement, mais justement sur cette question de la représentation des travailleuses du sexe en général, et puis là plus spécifiquement de la domination, on peut être toujours sur un fil entre la volonté d'être quand même réaliste et éviter quelque chose de sensationnaliste, de oh mon Dieu c'est choquant, etc. Et là je trouve que c'est vraiment très réussi parce que sans éviter non plus des choses extrêmement dérangeantes, on est vraiment au bon endroit. Comment est-ce que toi tu l'as travaillé à l'écriture peut-être? Est-ce que tu t'es renseigné? Alors je vois que Manon n'a pas fait de stage Toi, t'as fait un stage de domination, mais j'ose pas poser la question.
Réponse livre. Oula, je pense que vous n'avez pas envie de savoir. Moi je viens du documentaire, donc j'ai des petites habitudes de ça. Je suis un petit peu obsessionnelle, donc j'avais vraiment besoin de savoir de quoi j'étais en train de parler. Donc j'ai fait des entretiens très longs avec beaucoup de travailleurs et travailleuses du sexe et beaucoup de dominatrices. Et puis surtout j'ai fait des stages de BDSM. Je savais pas que ça existait, mais ça existe. Qui était hyper intéressant. J'ai rencontré des gens, je veux dire, je raconte souvent cet exemple parce que moi ça m'a un petit peu surprise et déplacée. Donc vous arrivez dans un stage, c'est un dimanche. Ce qui était mignon, c'est que pendant ce temps-là, ma fille était en train de chanter dans une chorale chrétienne. Et moi j'étais là. Avec les autres parents de la chorale. Non, mais en fait, il y avait. Donc, vous arrivez, il y a 16 personnes, on vous met en couple, enfin, vous mettez en couple avec des gens que vous ne connaissez, enfin, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y avait 2 dames de 65 ans, habillées comme des profs d'histoire géo. Vous les voyez, vous dites waouh, hyper ennuyeuses. Et au bout de 3 heures de stage, elles étaient à moitié nues, en train de se promener en laisse, l'une l'autre, et j'étais là waouh. Ok, donc maintenant quand je regarde les gens dans le bus, je me dis on peut pas juger, je sais pas ce que les gens font. Et c'était hyper intéressant par rapport même à moi, parce que je voyais que dans les gens, donc il y a plein d'ustensiles, plein de façons de faire. Enfin, franchement, c'est la domination. Enfin, c'est les dominatrices qui ont inventé le consentement. Enfin, ils étaient très 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 loin. Enfin, je veux dire, moi j'avais l'impression d'être féministe, de bien savoir de quoi je parlais quand je parlais de tout avoir compris son consentement. Quand je suis allée dans ces stages, je me suis dit, ah ouais, moi je suis à la préhistoire en fait. Et c'était hyper intéressant par rapport même à moi de voir mes résistances. Par exemple, frapper quelqu'un, c'était très très compliqué. Être frappé, c'était encore plus compliqué. C'était impossible pour moi. Et donc, juste de me mettre dans cette position-là, c'était hyper intéressant parce que du coup, j'étais dans la même position que Kika. Quand on lui demande de frapper quelqu'un, ce truc, j'ai l'impression que je pouvais te donner quelques indications de tu dois faire du mal et en même temps tout ton être te dit que tu as vraiment voilà. Donc oui, il y a eu beaucoup de recherches et aussi par rapport j'ai regardé beaucoup de films avec des femmes dominatrices extrêmement souvent faits par des hommes, donc avec tout Total Queer et tout machin. Or, moi, les dominatrices que j'ai rencontrées sont très loin du cliché de ça. Parfois, elles sont habillées comme vous et moi. En l'occurrence, je suis en noir, mais des fois, elles vont être en rose. Elles sont pas du tout... Voilà, exactement. Elles arrivent comme toi. Exactement comme toi. Tu pourrais être une très, très bonne dominatrice. Et j'avais pas... le stage. Et ce que je trouvais aussi... moi, en tout cas, là où j'ai pris les images que j'avais envie de prendre, c'était surtout dans un documentaire fait par une femme qui parle de domination. Et là, où il y avait zéro male gaze. En fait, moi, j'avais peur de faire un film pour émoustiller les spectateurs. C'était pas du tout mon intention. Et du coup, on a beaucoup travaillé, et avec les décors, et avec... la costumière, à ne pas faire un film masturbatoire en fait. C'est pas du tout ça que j'avais envie de faire. Et au-delà de cette question de la domination, je dis sur moi, ça c'est pas vraiment une question, mais sur encore une fois cette représentation et de la dynamique entre elles, de cette espèce d'espace de sororité qui est créé entre les femmes. Je trouve que c'est très 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 juste et qu'on a encore une fois, on évite les histoires de représentants des prostituées souvent, enfin, voilà, des cinémas qui sont clichés ou qui ont du mal à faire la part des choses. Oui, parce que souvent, on représente souvent les femmes que dans la rivalité, ou alors que dans la sororité, comme si on était, je sais pas, on était tout amour tout le temps. J'avais envie que ce soit l'un et l'autre en fait. À la fois quand Kika demande de l'aide à Racha et qu'elle lui demande le numéro de ses clients, elle l'envoie paître et c'est normal. Et en même temps, elles sont aussi, je pense, à leur juste. Ben oui.
Et la première incursion là-dedans, avant de passer à la parole, c'est une petite scène que j'aime beaucoup avec la cliente du bar, quand on a la première rencontre avec le premier soumis, qui est vraiment une scène que je trouve extraordinaire. L'échange entre ces deux femmes. L'échange de gestes, quoi. La dame plus âgée qui boit sa bière et dont on sent au départ qu'elle va être dans le reproche. En fait, elle est dans qu'elle est dans l'aide et qu'elle est dans la compréhension, dans la bienveillance. C'est extrêmement drôle et extrêmement beau. C'est une scène qui m'a beaucoup touchée. Voilà. Oui, je pense que j'avais envie de montrer ça justement parce que j'avais fait ce stage avec ces dames. Et on a toujours, parce qu'on regarde les gens et sociologiquement, on pense qu'ils vont être ci ou ça. Et on se fait des idées sur la vie qu'ils ont. Et en fait, très souvent, on se trompe. En fait, il suffit de parler aux gens. Il faut voir qu'ils sont beaucoup plus et très autres que ce qu'on s'attend, ce qu'on s'attend d'eux, enfin, ce qu'on imagine, qu'on projette. Et ça, j'avais du coup envie que ce soit dans le film. Ouais. Bonjour, j'ai une question, je voudrais savoir, le mec qui a acheté les culottes, je voudrais savoir si c'est un acteur ou c'est un C'est une hyper bonne question. À votre avis, c'est un acteur? Non. C'est un acteur. C'est un très bon acteur. C'est un très bon acteur. Et c'était la première fois qu'il jouait dans un long métrage. Ouais. C'est un génie du jeu. Un génie. Et un génie pas employé. Oui, oui. Par exemple, il travaille où? Il travaille dans Il travaille à Walibi. Ah oui, il travaille à Walibi et il joue des morts vivants, c'est ça son truc? À Halloween. Ouais, c'est ça, Halloween. Et sauf que quand il joue ça, par exemple, moi, il m'en a beaucoup parlé. C'est pas un travail alimentaire, quoi. Il est très. C'est un acteur qui vit des choses absolument. Il y avait aucune distance entre ce qu'on faisait et. Enfin, c'était la réalité. Avoir Mehdi sur un plateau, c'est vraiment vivre les. Enfin, il va très loin, quoi. Il est brillantissime. Je trouve qu'il devrait jouer dans le film. Il est génial. C'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et il est adorable, très gentil. Il est extrêmement gentil, il est parfait, ouais. Il est tellement génial. En fait, normalement, il y avait un seul rôle. Ce client-là, c'était aussi le monsieur qui dit qu'il a une maladie chronique. Et en fait, les deux comédiens étaient tellement bien que j'ai divisé le rôle pour avoir les deux. Enfin, pour avoir les deux, pour avoir le plaisir de travailler avec les deux. Oui, et même l'impro du vétérinaire, enfin, quand il montre le chien et tout, c'est une séquence assez courte, mais il s'était énormément renseigné sur les vétos, quoi. Trop fort. Trop fort. Et Mehdi, donc il est belge, et pendant 2 ans, il a vécu dans une camionnette pour pouvoir faire les cours Florent à Paris. Il dormait dans sa camionnette 3 jours par semaine. Et après, il est retourné à Walibi, à Bruxelles, en Belgique, pour pouvoir vivre. Donc pour dire, c'est vraiment quelqu'un qui... Il respire, il vit le cinéma, la fiction, le jeu, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Il est complètement habité, c'est vraiment un grand acteur, quoi. Bonsoir. Déjà, je voulais vous dire bravo à vous pour le personnage que vous portez, parce que ça ne devait pas être évident tout le temps. Enfin, bravo, voilà. Et bravo à vous pour un passage de la fiction, enfin du documentaire, pardon, un documentaire à la fiction hyper réussi. Je trouve que c'est un film formidable, très beau. Je vais malheureusement devoir partir tout de suite, donc c'est pour ça que je vais poser 2 questions. La première, comme on parlait de morts vivants et de fantômes, c'est à l'instant, c'est que il y a quand même un personnage de fantôme dans le film, et il y a le personnage de la médium ou la voyante, enfin je sais pas, on peut l'appeler comme on veut, qui à un moment donné quand même vous dit que le fantôme est bloqué là, quoi, dans la maison de l'amour, ou je sais pas comment vous l'appelez, mais voilà, ce fantôme il est bloqué là. Donc le personnage se retrouve bloqué, ou entre guillemets, à l'intérieur de cette même maison, enfin là où le fantôme est censé être bloqué, mais qu'après, cette question-là, elle est un peu évacuée parce que votre personnage, finalement, il attège, elle dit, la voyante, elle laisse sa collègue Marie, elle l'évacue parce qu'on sent la gêne immense que vous avez au moment où elle lui fait cette annonce, que le fantôme est bloqué là. Moi, je trouve ça hyper réaliste comme réplique, parce que c'est vraiment des choses qu'on peut entendre dans la vie, quand il y a des deuils, des histoires de fantômes, etc., que c'est très
documentaire pour le coup. Mais après, c'est un peu évacué par la suite de l'écriture, quoi. Cette question que le fantôme serait là. En fait. Voilà, donc ça c'était la première question. Et la deuxième question, c'est comme vous faites des films Kika, on pense forcément à Almodovar, et vous avez fait Sauf qui peut avant, qui est une émotion, enfin c'est hyper émouvant et hyper important comme film, Sauf qui peut. Donc c'est deux films qui font des références directes à d'autres films, donc Kika d'Almodovar, Sauf qui peut, La vie de Godard. Et donc, est-ce que c'est toujours pourquoi il y a ces petits clins d'œil à chaque fois dans les titres, voilà. Alors, pour la première question, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le générique, il y a un dresseur de rats. Voilà. Et bien en fait, Il y avait beaucoup de voilà, il y a beaucoup de rats, de scènes de rats. Le film au début fait 3h50. Mais bon, c'est invendable, etc. Et du coup, on a dû énormément couper. Mais ce que j'avais écrit, c'est qu'à un moment donné, donc, Kika retourne beaucoup dans cet endroit, cet hôtel de discrétion, parce qu'elle pense que David y est. Et à un moment donné, il y a un rat qui passe dans la chambre. Elle est en train de dire David, t'es là, tu me saoules, pourquoi t'es mort? Elle est en Elle lui colère. parle. Elle lui parle. Déjà, très très difficile à jouer. Tu l'as très très bien fait, alors que vraiment c'était difficile, mais bref. Et donc il y a un rat qui passe, et elle sait que c'est débile, mais en même temps, elle est seule, elle commence à parler au rat, elle pense que c'est la réincarnation de David. Et au fur et à mesure du film, elle lui demande des conseils. Elle y retourne pour lui parler. Enfin, Voilà. Du coup, il y a vraiment le fantôme qui existe à travers le rat, normalement en plus. Et on s'est dit que c'était beaucoup, enfin c'était plus subtil et c'était plus, je sais pas, il y avait quelque chose qui était moins lourd de se dire qu'elle y retourne, et c'est ça qui compte, c'est qu'elle y retourne, et pas forcément qu'il y ait cette histoire de rat. Bon, je sais pas dit mon dernier mot avec les rats, je vais retourner. Mais sinon je suis avec les canards, si jamais vous connaissez des éleveurs de canards. Voilà, voilà, bon bref, je transforme mon truc. Mais donc oui, ça c'est une des... En fait, le scénario était très très rococo. J'ai travaillé pendant 3 ans sur ce scénario toute seule et on aurait pu faire une série. J'ai inventé tellement de choses autour. Puis j'ai lu Dupré, pas Després, pardon, comment ça s'appelle? Au bonheur des morts. Vinciane, merci. C'est dimanche. Et oui, et du coup, tout ça autour des morts, toutes les histoires autour des morts, je me suis beaucoup renseignée là-dessus, donc, etc. Le scénario était très, très boursouflé, et avec Thomas Van Zuylen, pendant 1 an, on a coupé. Mais encore là, le scénario, c'était pas tournable dans l'économie du cinéma belge, en fait. Et donc, j'ai fait semblant de couper, parce qu'il fallait. Et avec je ne vais pas le dire, mais bon, avec la complicité de la script, elle a préminuté le film à 2h20, alors qu'en vrai, quand elle a lu, elle m'a dit fait 3h50. Et donc elle a dit à mes producteurs qui faisaient 2h20, qui ont fait « T'es sûr ?» Elle a dit « Oui !» Et on a quand même tourné le scénario comme ça, j'ai coupé plein de scènes et je les ai remises au chausse-pied juste avant le jour J-1 du tournage, avec encore la complicité du chef-op et de l'ingé son. On dit vas-y, ça on dit en 1h30, en vrai on va dire on fait en 1 heure, puis ça on le fait en 2 heures au lieu de 3 heures, et puis bim bim on a remis toutes les séquences. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec un film de 3h50. Et pour la deuxième question, il s'avère que je ne savais pas que Almodovar avait fait un film qui s'appelait Kika. Voilà, j'ai honte. Mais c'est vrai. Et je suis partie faire une randonnée dans les Ardennes et avec un chirurgien, je ne le connaissais pas, et il m'a dit ah mais du coup Kika comme Almodovar. J'ai dit non pas du tout, qu'est-ce que tu dis? C'était trop tard. Et après j'ai cherché, alors en général mes films s'appellent toujours, ont toujours un titre jusqu'au dernier jour de montage image et je le change. Sauf qu'il devait s'appeler Au Grand Mot. Et puis je me suis dit, ça va s'appeler Ceux qui tuent. Et puis je me suis dit, personne ne va aller voir Ceux qui tuent parce que c'est trop glauque. Donc j'ai dit, ah, Ceux qui tuent, la prosodie me rappelle Sauf qui peut. Donc bim, Sauf qui peut. Et je me dis, ah, quand même, ça va faire une petite référence à Jean-Luc.
paix à son âme. Et donc, ça me faisait plaisir. Mais Kika, on a cherché, mais on a une... Brainstorm de ouf tout le temps, pendant des mois, pendant un mois. Genre, Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'on a fini le film et une semaine après, il était à Cannes. Donc, j'aurais bien aimé trouver un autre film parce que, bon, Almodovar, c'est un peu dur de se mesurer à lui, étant donné que maintenant, quand vous tapez Kika, eh ben, c'est Pedro qui l'emporte. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je compte sur vous pour le bouche à oreille, je vais essayer de le... Mais oui, mais après, c'est pas une référence absolue pour moi, mais c'est quand même un réalisateur que j'aime beaucoup, surtout ses premiers films. Mais il y a des liens entre les deux. Oui, il y a des liens. Mais je ne l'ai pas encore vu, j'avoue. Le film aurait pu s'appeler J'avais pas envie que ça me déprime. Ouais. J'avais pas envie de me... Pardon. Oui, bonjour et bravo, vraiment. C'est vrai que comme dit Marie, on est bousculé au bon endroit. Et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de traiter cette question des dominations, de ça. Qu'est-ce que ça... Voilà. Alors, quand j'ai commencé à écrire Kika, quand j'étais enceinte de mon fils, donc qui était mon deuxième enfant, et j'avais irrationnellement peur que son compagnon meure. Donc il y avait un petit rincel. Que mon compagnon meure. Et du coup, je pense que c'était une façon un peu d'exorciser ça et d'inventer cette histoire-là. Et je pense que mes films me précèdent. Je crois que je comprends pourquoi je fais des films une fois que je les ai faits. Je pense que globalement, je ressemble beaucoup au personnage, que je déteste souffrir, que je pleure pratiquement jamais, et donc je voulais, je pense que j'ai confié à Manon le soin de traverser ce que moi je pensais qu'il aurait fallu que je traverse pour aller mieux. Voilà. Parce que Kika, en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui a besoin de pleurer et qui a besoin aussi, je pense, de faire suffisamment confiance à quelqu'un d'autre pour pouvoir être consolé. Donc c'est comme ça. Après, là, je peux vous faire du storytelling en vous racontant pourquoi j'ai écrit ce film. Et je pense que la façon dont on écrit les films et pourquoi on les écrit, c'est toujours, même pour moi, très étrange. Et c'est parce que je vais rencontrer... voilà, j'ai fait un film qui s'appelle Sans frapper. Dans ce film-là, il y a un dominateur avec qui je me suis liée d'amitié et que j'aime beaucoup, qui était à la fois assistant social et dominateur, et qui a fait un énorme burn-out en tant qu'assistant social, qui est devenu que dominateur. Ensuite, il a fait un énorme burn-out en tant que dominateur, il est redevenu assistant social. Ensuite, il a refait un... Voilà. Et maintenant, il est que dominateur. Et assistant parlementaire. Et de la Belgique. Et donc, il y a aussi ça, il y a aussi les rencontres que j'ai faites, qui ont fait que finalement, et puis plein d'autres choses. Enfin, voilà, le film aussi s'est réécrit beaucoup au montage, et puis Manon apporte aussi tout ce qu'elle est. Donc voilà, je peux vous dire plein de choses sur pourquoi j'ai écrit ce film, mais en fait je pense qu'il y a plein de choses qui m'échappent encore. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais une curiosité concernant le casting. Est-ce que vous êtes de la famille de Pierre-François? François Pierre. Pardon, François Pierre. Ouais, c'est... non. La première fois que j'ai vu la première fois que j'ai vu le générique, je me suis dit, ah, putain, tout le monde a pensé ça. Tout le monde a pensé que je suis la fille du producteur, quoi. Pas du tout, du coup. Non. Je suis absolument pas la fille du producteur. Mes parents ne sont pas dans le cinéma. Voilà. C'est pas mon père, c'était un très cher ami et collaborateur du coup d'Alex. Il y a une petite histoire par rapport à ça, mais je sais pas si... Non. Bah, vas-y, on est à Montreuil. On est à Montreuil, ouais. C'est la famille. C'est la famille, c'est vrai. Non, mais enfin, c'est pas vraiment mon histoire d'ailleurs, mais vu que c'était quelqu'un de très proche d'Alex, qui t'a accompagné au tout début de tes films aussi, je crois, enfin, depuis longtemps en tout cas. Il a produit mes 3 derniers films. Voilà, d'accord, ouais. Donc Alex, ça faisait 2 ans qu'elle cherchait une actrice qui n'était pas donc, dans ma tranche d'âge. Elle voyait des comédiennes plus de 5 à 10 ans de plus que moi, quoi. Et pendant 2 ans, je pense qu'il y a aussi un côté
alter ego, même si toi et moi on est différentes, mais il y a quelque chose qui communique, enfin, je ne sais pas comment dire. Et du coup, la directrice de casting lui a proposé quelqu'un de plus jeune en disant c'est pas l'âge du rôle, mais je pense que ça va aller quoi, enfin que ça va le faire. Et donc quand Alex m'a appelé pour me dire que j'avais le rôle, c'était pas pour cette raison-là liée à lui, mais tu avais l'impression aussi que c'était comme un signe, comme si lui avait validé ou mis sur le chemin. Enfin, donc il y avait un lien très fort avec ce nom de famille-là, mais je ne l'ai jamais connu. Et je suis d'ailleurs liée à aucun Clavel connu. Personne n'est connu. Bernard, c'est pas mon père, enfin ouais. Garance, j'adorerais être liée à Garance Clavel, je la trouve géniale. J'adore chacun cherche son chat, pour ceux qui n'ont pas vu. Génial, actrice merveilleuse, mais non, rien à voir avec elle. Non, je suis seule. Et juste pour continuer sur cette question du casting, j'apprécie toujours de voir Yuna au générique. Enfin, je trouve que les acteurs sont toujours bons. Et je me demandais comment s'était fait le choix en général, si tu avais des personnes en tête avant d'en parler avec Yuna, si c'est vraiment Yuna qui a ramené tous les acteurs et les actrices. Et puis effectivement, je trouve qu'il y a une gémilité entre vous. Alors là, un peu dans l'ombre, je sais pas, mais... Qui est dans l'ombre. Mais ça marche très bien. Qui est dans l'ombre. Donc je me demandais si peut-être tu choisissais des gens parce que tu visualisais aussi des gens de ton entourage comme Kika peut te ressembler aussi. Alors, Yuna a fait effectivement un super beau travail, mais Yuna, elle a fait le casting en France. En Belgique, c'est donc Manon, Makita Samba, donc, qui joue le rôle de David, et Bernard Blancan, qui joue le rôle de Jean-Pierre, le beau-père formidable, ont été castés en France. Bernard, je savais que depuis le début, je le visualisais, c'était lui. Je savais que c'était Bernard Blancan et c'était un peu hallucinant parce que je me suis retrouvée, j'avais un film au Festival du Réel à Paris là, et je me suis retrouvée assise à côté de lui et je ne l'avais pas encore dit. Et du coup, il était à côté de moi, c'était la dernière place. Et j'ai fait bonjour, je m'appelle Alex Piki et tout. Et j'aimerais trop que vous jouiez dans mon film. Et c'était assez dingue. Du coup, il a dit oui tout de suite. Mais c'est Manu Nico, je ne sais pas si vous voyez, Manu Nico qui a fait Dalva, qui est une réalisatrice belge géniale et une directrice de casting incroyable, qui a fait tout le casting belge. Donc elle a casté 30 comédiens et comédiennes. Et beaucoup de personnes étaient... il y a des travailleuses du sexe. Il y a des travailleuses du sexe qui ne jouent pas des rôles de travailleuses du sexe, etc. Et qui a fait un travail énorme. Alors pour Manon, effectivement, Kika, c'était très compliqué de la trouver parce qu'il fallait trouver. Enfin, il y a aussi un truc de sens de l'humour qu'il fallait qu'on se comprenne en fait. Et puis pas que, il fallait que ce soit quelqu'un qui, à la fois, qui soit très drôle et qui en même temps soit puisse être très vulnérable. Donc on a casté même des comédiennes très très connues, très drôles, mais à chaque fois il manquait quelque chose. Il y avait des comédiennes par exemple qui étaient très bonnes dans le drame, mais qui n'étaient pas très marrantes. En tout cas, pas comme moi, je voulais qu'elle le soit. Et l'inverse. Donc voilà, c'était un peu, quand j'ai rencontré Manon, c'était un peu Alléluia. Parce qu'au bout de 2 ans, je commençais à me dire waouh, je vais devoir jouer moi-même. Mon avis n'aurait pas été une bonne. Je suis extrêmement drôle. Extrêmement vulnérable. Oh là là. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis pour le reste du casting, non, il y a des gens qui sont un peu à contre-emploi. Après, j'ai fait aussi des erreurs monumentales. C'était une très bonne... Enfin, les erreurs monumentales ne sont pas dans le film. Mais, je crois, j'espère absolument en tout cas. Par exemple, je pensais que pour jouer la dominatrice, qui joue la scène de fin, celle qui joue Racha, il fallait que ce soit une dominatrice, une vraie dominatrice.
Et c'était parce que je viens du documentaire et qu'il y avait un truc dans le corps et tout. Et en fait, c'était une énorme erreur. Et du coup, on a commencé les répètes 10 jours pendant le tournage, 10 jours avant qu'elle commence à jouer, et ça n'allait pas du tout. Et du coup, on a dû la remplacer par une vraie comédienne. Et pour la petite histoire, il y a par exemple, au Festival de Cannes, quand le film c'était la première, il y a les distributeurs français qui sont venus et qui ont demandé à la comédienne qui joue le rôle de Racha si elle pouvait venir pendant les avant-premières pour parler de son métier. Et elle était là, mais il y a Manon quand même qui va parler du métier. Non, mais toi, ton métier. Elle est là, waouh, ah ouais, ah non, pas du tout. Donc voilà, je suis très contente que même si elle n'est pas vraiment dominatrice, en ayant repris le rôle 3 jours avant, même pas, on puisse penser qu'elle est vraiment dominatrice. Et après, l'un des rôles, enfin, il y avait plein de choses très. Il faudrait parler pendant une demi-heure, c'était très compliqué, ne serait-ce que des clients. Et puis voilà, il y avait énormément de coordination d'intimité, coordination de cascade. Il faut être sûr que les gens puissent aller à l'endroit où je veux les amener, qui est parfois un petit peu. En plus, on tourne dans un vrai hôtel de discrétion. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'il faut quand même des gens un peu qui ont envie de me suivre, quoi, qui me fassent suffisamment confiance pour pas être trop effrayé. Enfin... Et l'hôtel était actif pendant le tournage. Enfin, Ah oui. à notre étage, on était l'équipe, mais aux autres étages, c'était. Je crois que la plupart des sons, c'est vrai. Ouais. Une fois, il y en a un c'est elle. Avec un Genre, son. ça devient les camps, je crois. Mais j'avais très honte pendant le montage son. Mais oui, et du coup, il y a une séquence que moi j'adore, qu'on a gardée. Je sais pas, donc, et Kika et David qui sont dans l'entrée, ils payent la dame, la première fois qu'ils vont dans cet hôtel de discrétion, ils payent la dame qui tient cet endroit. Et là, en fait, il y a un vrai client qui est rentré. On l'a vu. Et ouais, vous l'avez vu, hein. Et donc il rentre, il y a toute une équipe de tournage, et hop là, il regarde et tout. Et à ce moment-là, il y a le gérant qui sort de la cave et qui commence à me dire coupez tout, voilà, parce qu'il y a des caméras partout. Donc lui, il voit tous les gens qui rentrent et tout, et donc il dit coupez là. Il dit promettez-nous que jamais vous mettrez ce plan. Du coup, on a dû payer hyper cher en VFX parce qu'il a fallu flouter cet homme et le flouter suffisamment bien pour pas qu'on. Enfin, voilà. Donc voilà, on va pas en français, mais à un moment, il est bien flouté. Je pense que ça va. Ouais. Personne ne l'a reconnu. Non. Voilà. Et la maman, par exemple, c'est pareil, la maman de Kika, elle est directrice de casting. C'était quelqu'un d'autre qui a dû prendre le rôle. Et ça, c'est pareil, Miss Casting. Et voilà, et on n'avait personne. Elle n'avait pas joué depuis 25 ans, je crois. Ouais. Et en fait, elle était super. Enfin, moi, je la trouvais très bien en casting, et je pense qu'elle a paniqué une fois qu'elle a eu le rôle. Et c'était la cata. Et du coup, j'ai dû la remercier. Horrible. Parce que vous devez. Enfin, là, j'étais là. Il faut séparer la femme de la réalisatrice. J'étais là, mais en fait, je suis en train de faire un truc terrible. Et donc, j'étais très très mal pendant très longtemps. Et donc, on n'avait plus personne pour jouer le rôle. Et je suis allée dans un festival pareil pour présenter mon documentaire. Et là, je vois cette directrice de casting passer. Et je me dis, elle ressemble quand même vachement à Manon. Et je lui ai proposé de venir faire des essais. Elle a fait des essais à la pause midi pendant le tournage. Et c'était parfait. Voilà. Tout ça pour dire que voilà, je peux vous faire plein de trucs. Enfin, je peux vous dire plein de choses, mais en vrai, il y a aussi beaucoup de hasard, beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues, beaucoup de choses qu'on a aimées qui ne se passent pas comme ça. Par exemple, le fait qu'on n'ait pas pris cette dame qui était dominatrice pour jouer le rôle de cette femme qui est dominatrice pour jouer le rôle de Racha a fait qu'on a dû, on l'a payé pour le rôle qu'elle n'avait pas fait et plus pour tous les clients qu'elle avait refusés à l'avance. Donc voilà, c'est des changements qui aussi ont coûté beaucoup d'argent à la production. Voilà. En fait, moi j'avais une question, je suis après je passe le micro sur la scène de dénouement et la chorégraphie. Enfin, est-ce que on a l'impression que cette scène se joue comme une scène de danse? Je ne sais pas si vous pouvez nous dire. Enfin, plutôt une scène de cascade, ouais. Enfin, de cascade. Comme un film d'action, quoi. D'action. Mais il y a plusieurs étapes à cette scène, bien sûr, mais
il y avait une coordonnatrice de cascade, une référente de Mia au début, et puis une coordonnatrice d'intimité. Et la scène, elle est divisée en deux. Il y a la première partie où c'est physique, et puis à partir du moment où elle la prend dans ses bras, ça devient autre chose. Et donc la première partie, on a fait ça comme si on était sur OSS, un film d'action, je veux dire, et là je te mets ça, et là tu... Et voilà. Et voilà. Et puis après la deuxième partie, plus du tout. Ouais, la deuxième partie, on savait que Manon n'allait pas pouvoir la refaire plusieurs fois. Donc il fallait qu'elle soit tout de suite techniquement super bien parce que... Au niveau de la technique, de l'image, et puis... Ouais. On n'avait jamais répété, quoi. Ça se répète pas trop, en fait. Mais pour la première partie, oui, c'est une vraie choré avec 1, 2, 3 coups, tu tombes, tu te relèves, elle te ramasse comme ça, et il fallait aussi le tricher, puisqu'elle ne se tape pas. Et donc il fallait que la caméra soit à un endroit où, alors qu'elle tournait, il fallait que la caméra les suive pour qu'on ne voit pas le point de rachat. Donc c'était extrêmement technique en fait. Ouais, une vraie chorégraphie. Oui, À oui. 4 du coup, parce qu'il y a un ingé son. On prend une toute dernière question au fond, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste savoir comment vous avez eu l'idée ou comment vous avez écrit la scène chez le bourgeois, le gros bébé, parce que moi, ça m'a mis quand même mal à l'aise, cette scène. Il faut savoir comment vous l'avez conçue. Et avant aussi, je voulais savoir, vous avez parlé consentement plus tôt, et qu'est-ce que vous pensez du consentement dans une relation marchande? Par exemple, est-ce que si je vous paye 100 000 € pour me casser la gueule à coups de marteau, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant ou... On fait ça même. 100 000 100 000, c'est pas mal. 100 000 quand même. Ça discute. Donc oui, j'imaginais que vous étiez mal à l'aise. Je pense que tout le monde l'est pendant cette séquence. C'est une dominatrice qui m'a raconté cette scène qu'elle vit régulièrement, et j'ai trouvé qu'elle était hyper belle. Et je voulais qu'elle soit dans le film. Alors c'est une séquence sur laquelle beaucoup de gens sont revenus, par exemple, beaucoup de financeurs sont revenus en disant qu'elle était irregardable. Pour moi, elle est hyper importante parce qu'on a tendance aussi à considérer que les gens qui ont été incestés sont foutus. Et je pense qu'il y a une espèce d'abandon de l'institution, souvent. Et ces gens-là, malheureusement, ne trouvent pas beaucoup de réponses et de soutien institutionnel. Et il y a beaucoup de gens qui vont chercher en fait ailleurs des façons de guérir, de se reconstruire, d'aller mieux. Et après, moi, je suis, pour les gens qui connaissent ma filmographie, la façon dont la fiction peut changer la réalité et la façon dont on peut rejouer des choses pour se réparer m'intéresse. Donc, j'avais très envie qu'elle soit dans le film. Aussi parce que c'est le moment où, pour moi, Kika réalise en fait qu'elle n'a plus d'empathie. Et qu'elle est complètement coupée de ses émotions, et qu'elle n'arrive même plus en fait à se dire que cette personne-là, on peut l'aider, et qu'elle est digne d'être aidée, et qu'elle n'arrive plus à avoir de compassion pour cette personne, parce qu'elle n'en a plus pour elle-même. Donc pour moi, elle était très importante cette séquence, qui met mal à l'aise, bien évidemment, elle met mal à l'aise. Il y a beaucoup de tabous qui sont dans cette séquence. Donc après, moi je pense que le cinéma n'est pas fait pour rendre à l'aise. Enfin, je veux dire, le divertissement c'est super, mais moi c'est pas ça que je fais. Donc, je pense que les films qui me grattent pas, bon ben voilà, c'est super, bienvenue chez HT, mais il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Et la deuxième question, est-ce que c'est une vraie offre? Et la question de l'âge pour le film? J'étais hyper étonnée, en France c'est 12 ans. Mais moi ma fille a 13 ans et jamais de la vie elle verra ce film. Il sort le 12 novembre. Et par rapport à votre question, je ne sais pas quoi vous répondre. 100 000 pour vous casser un petit cassage de nez, 100 000 je peux y réfléchir, ouais. Mais le consentement, je veux dire, c'est peut-être je dis pas, une relation tarifée, justement, c'est du consentement.
pour moi, enfin, dans l'ordre de comment c'est écrit dans le film, ce n'est que ça. Peut-être que si dans le film il y avait quelque chose qui se passait autre, qui n'était pas prévu dans la mise en scène, ou dans... Peut-être qu'on pourrait parler de non-consentement, mais en tout cas dans le cadre de comment c'est fait dans cette séquence-là, moi je ne vois que du consentement, personnellement. Après, bon, on peut parler du consentement. Je veux dire, là, on est parti pour 1h30. Le consentement, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens, je sais pas, le mariage, pour moi, c'est un contrat économico-sexuel, par exemple. Le consentement qu'il y a là-dedans, je pense qu'il y a beaucoup de gens, on peut leur en parler. Le consentement, enfin, il est partout. Donc, que deux personnes, et en l'occurrence, dans Kika, je suis pas en train... Enfin, s'il s'agissait, le travail du sexe, c'est un champ très 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 grand. Là, moi, ce dont je parle dans Kika, c'est d'une femme qui met ensemble, qui est blanche, qui ne subit... Enfin, il n'y a pas d'esclavagisme dans Kika. C'est des gens qui sont presque d'égal à égal, en fait, qui font un échange marchand. Donc moi, pour moi, dans Kika, il y a, enfin, ce qui se passe dans le scénario, il n'y a que du consentement. Et je trouve pas, en l'occurrence, je sais pas, mon père, il est ouvrier dans le bâtiment, il gagne pas très bien sa vie, il a failli être amputé d'une jambe parce que son métier est très dangereux, et personne ne trouve que peut-être que son corps vaut mieux que ça. Mais dès qu'il s'agit des femmes, là tout de suite on est là, on part souvent sur le consentement, mais est-ce qu'elles le veulent vraiment, et tout d'un coup leur corps devient quelque chose où il y a une attention énorme sur est-ce qu'elles le veulent vraiment. Mais je veux dire, est-ce que la plupart des travailleurs ont vraiment envie que leur corps soit malmené? Non, je pense pas. Vous pouvez applaudir Alex et Manon. Effectivement, on n'a pas le temps de parler ça de la ce serait très intéressant. Donc, ce sera le mot de la fin. Merci nous autres tous les deux. Merci d'être restés pour le film, pour votre présence. Donc, ça a été déjà dit, mais je rappelle qu'il sort le 12 novembre. Ce sera bien entendu projeté dans cette salle et dans plein d'autres. Donc, parlez-en autour de vous, écrivez dessus, sur vos réseaux sociaux, bien sûr. Non, mais je rigole, mais c'est important. Merci encore, vous pouvez à nouveau applaudir. Merci à vous. Alex Booking et Manon Clavel, et merci au passage de première. Aujourd'hui, très bonne fin de journée et de festival à tout le monde. Merci. Dimanche. Et bon dimanche.